m'a traitée de folle, d'aigrie, d'empoisonnée par la jalousie. On a dit que j'inventais des histoires, parce que je n'avais rien de mieux à faire de ma vie. Mais je savais, j'ai toujours su. Chaque fois que je regardais ce garçon dans les yeux, je sentais une voix crier en moi « Ce n'est pas le fils de ton mari !» Et ravaler ça pendant plus de 40 ans a été le pire châtiment que la vie pouvait m'infliger. Avez-vous déjà porté sur vos épaules une vérité qui vous consume de l'intérieur, mais que personne ne croit? Eh bien, j'ai vécu comme ça, ruminant mes soupçons en silence, pendant qu'on me riait au nez. Mon nom est Marie-Claire Dubois. J'ai 74 ans, née et élevée dans la campagne française, dans une petite propriété rurale aux alentours d'Angoulême, là où la terre est argileuse et rouge, et où les vignobles s'étendent à perte de vue. Le linge séchait sur des cordes, grinçant sous le vent froid du matin. J'ai grandi en entendant qu'une femme devait endurer, se taire et servir. Je me suis mariée jeune, comme c'était la coutume, et je suis devenue femme au foyer, maîtresse de mes fourneaux et de mon mari. Jean-Paul, mon mari, était un homme respecté au village, la voix rauque et le béret enfoncé jusqu'aux sourcils. Mais à la maison, ceux qui y regardèrent de près savaient, il me laissait toujours dans l'ombre, comme si j'étais l'employé de mon propre destin. Et c'est dans ce silence que le poison a commencé à s'infiltrer. D'abord, une fête de village, beaucoup de vin, beaucoup de messes basses dans le noir, puis les chuchotements à travers la haie avec la femme du voisin. Je le sentais dans ma peau, dans l'air, dans leur façon de se regarder. Peu de temps après, elle est apparue enceinte. Quand le garçon est né, on aurait dit une moquerie à mon égard. Des yeux clairs, une fossette profonde sur la joue. Il n'y avait aucun doute. Ce n'était pas le sang de mon mari. C'était le sang du voisin, Monsieur Laurent. Mais qui m'a cru? Personne. Ils ont ri. Ils m'ont traité de déséquilibrée, d'envieuse. Même mes parents disaient que je voyais des choses. J'ai eu la réputation de la folle, et j'ai quand même dû élever ce garçon. Mettre de la nourriture dans son assiette. Passer des nuits à veiller sur ses fièvres, sans jamais pouvoir dire à voix haute ce qui hurlait au fond de mon âme. Seulement, la vie ne pardonne pas les mensonges, et le temps finit par présenter l'addition. Ça a pris du temps, mais un jour, la vérité est apparue sur un bout de papier appelé « test ADN ». Et quand j'ai vu ce résultat, mon cœur a tremblé comme si j'avais de nouveau 20 ans. Je ne m'étais pas trompée. Jamais. Le papier était fin, presque translucide sous la faible lumière de la cuisine. Les mains de Marie-Claire Dubois, à 74 ans, marquées par le travail de la terre et par le temps, tremblèrent d'une manière qu'elle n'avait plus connue depuis sa jeunesse. Ce n'était pas un tremblement dû au froid matinal qui s'infiltrait par la fenêtre, mais un tremblement provenant d'un épicentre profond dans son âme où une tempête se préparait depuis 5 décennies. L'enveloppe blanche, portant le sceau officiel du laboratoire d'analyse génétique de Limoges, reposait sur la table en bois rustique, un rectangle de papier qui contenait le pouvoir de détruire ou de racheter. De l'autre côté de la table, Pierre, son fils, ou l'homme qu'elle avait élevé comme son fils, la regardait avec une expression indéchiffrable. À 52 ans, il portait sur ses épaules la fatigue d'un homme qui sentait le sol trembler sous ses pieds. Ses yeux bleus, d'un ton limpide et profond, étaient fixés sur le visage de sa mère, cherchant une réponse avant même que l'enveloppe ne soit ouverte. C'était précisément ces yeux qui étaient à la source de toute la discorde, l'épicentre du tremblement de terre qui avait secoué la vie de Marie-Claire. « Maman !» Sa voix était un murmure rauque, presque un appel. « On n'est pas obligé. On peut simplement brûler ce papier et oublier. » Marie-Claire leva son regard. Les rides autour de ses yeux se creusèrent, mais son menton gardait la même fermeté têtue. « Oublier ?» répéta-t-elle, la voix fragile mais chargée d'une force métallique. « J'ai passé 50 ans à essayer d'oublier, Pierre. J'ai passé 50 ans à être traitée de folle, d'aigrie, d'envieuse. Ce papier, ce n'est pas pour oublier. C'est pour se souvenir. C'est pour ma vérité. » Elle n'avait pas besoin de dire à voix haute que c'était aussi pour sa vérité à lui, sur qui il était. Le silence qui suivit fut lourd, rempli seulement par le tic-tac de la vieille horloge à pendule sur le mur du salon, chaque seconde marquant le rythme d'une vie entière d'incertitude. Pierre baissa la tête, ses cheveux grisonnants tombant sur son front. Il aimait cette femme. Elle était sa mère dans tous les sens qui comptaient. Elle l'avait lavée, soigné ses fièvres, lui avait appris à faire ses lacets et l'avait consolé lors de ses premiers chagrins d'amour. Mais elle portait aussi une ombre, une douleur qu'il n'avait jamais complètement comprise, une histoire sur ses origines, qu'il avait toujours cru être le fruit de son malheur à elle. Avec un soupir qui sembla porter le poids de toutes les années d'attente, Marie-Claire prit un petit coupe-papier,
un cadeau de Pierre pour l'un de ses anniversaires. La lame argentée glissa le long du bord de l'enveloppe, avec un son net, déchirant le silence et le sceau qui gardait le secret. Ses doigts, noueux par l'arthrite, plongèrent à l'intérieur et en tirèrent une seule feuille pliée. Elle la déplia lentement, le bruissement du papier résonnant comme un coup de tonnerre dans la petite cuisine. Ses yeux parcoururent les lignes de texte technique, les pourcentages, les marqueurs génétiques qu'elle comprenait à peine. Mais elle n'avait pas besoin de comprendre les détails. Elle cherchait juste une phrase, une conclusion, et puis, elle la trouva, ses lèvres s'entr'ouvrirent. Aucun mot ne sortit. Une unique larme, chaude et lourde, s'échappa de son œil droit et glissa le long d'un des nombreux ravins de sa peau, une rivière solitaire, trouvant son chemin à travers un paysage aride. Elle ne pleurait pas de tristesse. C'était un pleur de soulagement, de validation, d'une douleur si ancienne que sa libération était presque insupportable. Pierre, voyant la réaction de sa mère, sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il se leva, contourna la table et s'arrêta derrière elle, posant sa main sur son épaule fragile. « Maman, qu'est-ce qu'il y a d'écrit » Marie-Claire ne répondit pas immédiatement. Elle leva simplement sa main tremblante et pointa la phrase finale du rapport. Pierre se pencha, ses yeux bleus suivant le doigt de sa mère. L'analyse comparative des marqueurs ADN exclut la possibilité que Jean-Paul Dubois soit le père biologique de Pierre Dubois. La probabilité de paternité est de 0%. Le monde de Pierre s'effondra. Le tic-tac de l'horloge sembla s'arrêter. L'odeur du café qui refroidissait dans la cafetière, le bourdonnement du réfrigérateur, le chant d'un oiseau dehors, tout se dissolvait dans un bourdonnement sourd dans ses oreilles. L'histoire que sa mère avait racontée toute sa vie, l'histoire que tout le monde avait tournée en ridicule, la folie à laquelle il avait lui-même refusé de croire, était vraie. Et dans cette petite cuisine, sous le regard d'une mère qui trouvait enfin sa paix, un fils perdait le sol qu'il avait connu toute sa vie. Pour comprendre la force contenue dans ce moment, il fallait connaître Marie-Claire Dubois, non pas comme la vieille femme fragile tenant un résultat d'ADN, mais comme la jeune fille qu'elle avait été et la femme qu'elle était devenue. Sa maison, aux alentours de Saint-Léonard-de-Noblat, près de Limoges, était le reflet de son âme. Une petite construction en pierre, avec des volets bleus délavés et un jardin qui s'obstinait à fleurir de lavande et de roses, malgré ses mains qui n'avaient plus la même agilité. La maison se trouvait au bord d'une route de campagne, entourée de champs de blé qui ondulaient au vent, dorés en été, et d'un ciel vaste et souvent mélancolique de la région du Limousin. Marie-Claire se réveillait tous les jours avant le soleil. C'était une habitude gravée dans son être par des années de travail au champ. Née et élevée dans une famille de petits agriculteurs, elle avait appris très tôt le rythme de la terre. L'odeur de la terre humide le matin, le poids d'un panier de pommes de terre, le contact rugueux des sarments de vigne sur ses mains, c'étaient les langages qu'elle comprenait mieux que les mots. Elle n'avait pas eu beaucoup d'éducation formelle. L'école était un luxe quand il y avait la récolte à faire. Son monde était pratique, direct, régi par les saisons et la vérité indéniable de ce que l'on pouvait voir et toucher. Même à 74 ans, sa routine était immuable. Elle préparait son café fort, s'asseyait à la table de la cuisine et regardait par la fenêtre, observant le jour se lever sur les champs. Son visage était une carte de sa vie. Chaque ride racontait une histoire. Les lignes autour de ses yeux, dues aux rares rires et aux nombreuses inquiétudes. Les sillons profonds sur son front, après des années à froncer les sourcils en concentration ou en déception, et les plis amers autour de sa bouche, après des décennies de mots non dits, de vérités ravalées comme des pierres. Son mari, Jean-Paul, était décédé il y a 5 ans. Il avait été un homme de contraste. Pour la communauté, il était Jean-Paul, le pilier, l'homme travailleur de peu de mots mais aux actions fermes, toujours présent au café local pour une partie de pétanque ou pour discuter du prix du bétail. Mais entre les murs de pierre de cette maison, il était un autre homme, un homme de silence tranchant, de regard qui rabaissait, d'une autorité qui n'admettait aucune contestation. Pour lui, Marie-Claire faisait partie des meubles, une présence fonctionnelle, rarement un être avec des pensées ou des sentiments propres. Elle a enduré, comme sa mère et sa grand-mère avaient enduré. C'est ce que faisaient les femmes de sa génération. Elle pliait, mais ne cassait pas, ou du moins, elle ne laissait pas les autres voir les fissures. Après la mort de Jean-Paul,
Un silence différent s'installa dans la maison. Ce n'était plus un silence oppressant, mais un silence vide, que Marie-Claire comblait avec le son de la radio, le bourdonnement des abeilles dans son jardin et les conversations qu'elle avait avec ses plantes. Elle était devenue une figure solitaire, mais pas malheureuse. La solitude lui avait donné de l'espace pour respirer, pour être elle-même sans le poids du jugement constant de son mari. Mais la question de Pierre ne l'avait jamais quittée. C'était une blessure qui n'avait jamais cicatrisé, une braise qui couvait sous les cendres de sa vie résignée. Élever Pierre avait été la joie et l'agonie de son existence. Elle l'aimait avec une férocité qui la surprenait. Elle aimait son sourire de garçon, sa curiosité, sa façon de lui tenir la main. Mais chaque fois qu'elle regardait dans ses yeux bleus, elle voyait un fantôme. Elle voyait le visage d'un autre homme. Elle voyait la trahison, l'humiliation, le mensonge que tout le monde avait accepté comme vérité. Et c'est dans le silence de sa vieillesse, avec le temps qui s'épuisait, que la graine de l'idée du test ADN, autrefois impensable, a commencé à germer. Ce n'était pas par vengeance. Jean-Paul était mort et le passé ne pouvait être réécrit. C'était pour elle, pour la jeune fille qu'elle avait été, dont l'intuition avait été tournée en ridicule. Pour la femme qui avait supporté les chuchotements et les regards de pitié. Pour la mère qui avait besoin, avant de mourir, de regarder son fils et elle-même avec la clarté de la vérité. La décision de chercher cette vérité a été le dernier et le plus courageux acte d'une vie entière de résistance silencieuse. À la fin des années 1960, Marie-Claire était une jeune femme dont le visage ne connaissait pas encore les marques de l'amertume. Ses cheveux étaient bruns et épais, attachés en un chignon pratique pour le travail des champs, mais qui se détachaient en douces ondulations les dimanches de messe. Ses yeux, d'un brun chaud, brillaient d'une vivacité et d'une espérance que la vie n'avait pas encore mises à l'épreuve. Elle rencontra Jean-Paul Dubois lors d'une fête de la moisson. Il était de quelques années son aîné, grand et large d'épaules, avec une poignée de main ferme et un sourire qui atteignait rarement ses yeux. Il lui fit la cour de manière formelle et traditionnelle. Il se présentait à la ferme de ses parents avec de petites fleurs des champs, aidait son père à réparer une clôture et s'asseyait sur le perron, parlant du temps et des récoltes avec un sérieux qui impressionnait tout le monde. Aux yeux de sa famille et de la communauté, Jean-Paul était un bon parti. Il possédait un petit lopin de terre hérité, était travailleur et respecté. Personne ne voyait l'ombre qui se cachait derrière la façade d'homme intègre. Mais Marie-Claire, même éprise de l'idée d'amour et de fonder une famille, ressentait un léger malaise qu'elle ne pouvait nommer. Cet air de petites choses, la façon dont il interrompait ses phrases, les complétant avec ce qu'il pensait qu'elle devrait dire, la manière dont sa main tenait son bras avec un peu plus de force que nécessaire lorsqu'il la guidait à travers la foule. Et le silence. Quand ils étaient seuls, il ne partageait ni ses pensées ni ses rêves. Il parlait de choses pratiques, le prix des engrais, la nécessité d'un nouveau tracteur, les plans d'agrandissement de la grange. Leurs mondes intérieurs ne se touchaient à jamais. Pourtant, elle l'épousa. C'était la voie naturelle, ce qu'on attendait d'elle. Le mariage fut une simple célébration dans la petite église du village. Marie-Claire portait une robe confectionnée par sa mère, et son sourire sur les photographies était authentique, mais teinté d'une certaine appréhension. Elle emménagea dans la maison en pierre qui avait appartenu aux parents de Jean-Paul, et sa nouvelle vie commença. Les premières années furent une succession de journées de dur labeur et de nuits de silence. Jean-Paul n'était pas un homme cruel au sens traditionnel du terme. Il ne criait pas, ne la frappait pas. Sa cruauté était plus subtile, plus corrosive. C'était le mépris dans sa voix quand elle exprimait une opinion sur quelque chose d'autre que la cuisine ou le jardin. C'était la façon dont il racontait une histoire au café local, la faisant paraître sotte ou naïve. C'était l'absence d'un compliment, d'un contact affectueux, d'un simple « Comment s'est passée ta journée ?» Il la taillait lentement, jour après jour, jusqu'à ce qu'elle commence à douter de ses propres pensées, de ses propres perceptions. Elle était l'épouse de Jean-Paul Dubois, et ce rôle définissait son existence. Elle aspirait à avoir un enfant, croyant que la maternité comblerait le vide qu'elle ressentait. Un enfant apporterait du rire et de la chaleur à cette maison froide. Mais les années passaient, et la grossesse ne venait pas. Chaque mois était une nouvelle déception. Un nouvel échec que Jean-Paul ne verbalisait pas, mais qu'il rendait clair par sa distance et son irritabilité croissante. La maison de Pierre, qui devait être un foyer, devenait de plus en plus une prison de silence et d'attente non satisfaite. Et c'est dans ce décor de solitude et de désir frustré
que ces nouveaux voisins arrivèrent, apportant avec eux un souffle de vie qui, sans que Marie-Claire le sache, allait sceller son destin. La maison voisine de celle de Marie-Claire et Jean-Paul était restée vide pendant près d'1 an, jusqu'à ce que, lors d'un printemps éclatant de 1971, elle soit achetée par un couple de Limoges, Laurent et Isabelle Martin. Ils étaient différents de tous ceux que Marie-Claire connaissait. Laurent était un architecte qui travaillait en ville, mais rêvait d'une vie plus tranquille à la campagne. Il avait un sourire facile, des yeux bleus brillants, et une manière de parler à la fois douce et confiante. Isabelle était professeure de musique. Elle était belle, avec des cheveux blonds qui tombaient en cascade sur ses épaules, et un rire qui ressemblait à de la musique. Ils peignirent la maison d'un jaune ensoleillé, plantèrent un jardin rempli de fleurs exotiques, et, les soirs d'été, le son du piano d'Isabelle flottait dans l'air, une mélodie douce et mélancolique qui contrastait avec le silence de la maison de Marie-Claire. Il représentait un monde différent, un monde d'art, de conversations animées et d'une complicité apparente que Marie-Claire enviait secrètement. Dès le début, les interactions entre les deux couples furent marquées par un contraste saisissant. Laurent et Isabelle étaient ouverts et amicaux. Ils invitèrent Marie-Claire et Jean-Paul à dîner dès leur installation. Marie-Claire fut charmée par leur façon de converser, de terminer les phrases l'un de l'autre, de se regarder avec une affection évidente. Laurent remplissait le verre d'Isabelle, complimentait sa cuisine et écoutait attentivement quand elle parlait de ses élèves. Jean-Paul, en revanche, resta tendu et réservé tout au long du dîner. Il répondait aux questions par monosyllabes et semblait mal à l'aise dans cette atmosphère détendue. Marie-Claire remarqua cependant un subtil changement dans son comportement lorsqu'il parlait à Isabelle. Le ton de sa voix s'adoucissait. Il faisait un effort pour sourire, et ses yeux, habituellement ternes, prenaient un éclat étrange. Marie-Claire, à l'époque, interpréta cela comme une simple tentative d'être polie avec la nouvelle voisine. Elle ne voulait pas voir ce qui était juste sous ses yeux. Le voisinage forcé par la proximité rendit les rencontres inévitables. Laurent, avec sa nature expansive, appelait souvent Jean-Paul pour l'aider à une tâche dans le jardin, et les deux hommes développèrent une relation cordiale, bien que superficielle. Isabelle, de son côté, rendait fréquemment visite à Marie-Claire. Elle lui apportait un morceau de gâteau fraîchement cuit, demandait des conseils de jardinage ou s'asseyait simplement dans la cuisine pour une tasse de café. Marie-Claire appréciait la compagnie d'Isabelle. La présence de la voisine rompait la monotonie de ses journées. Mais il y avait quelque chose chez Isabelle qui la mettait mal à l'aise. Il y avait une tristesse dans ses yeux que son rire facile ne parvenait pas à cacher complètement. Et il y avait la façon dont elle parlait de Jean-Paul. « Votre mari est un homme si sérieux, si fort, » disait-elle, avec une admiration qui semblait un peu forcée. « Vous avez de la chance, Marie-Claire. Chance. » Le mot résonnait dans l'esprit de Marie-Claire, teinté d'ironie. Elle regardait la complicité entre Isabelle et Laurent, puis l'abîme de silence entre elle et Jean-Paul, et se demandait quelle sorte de chance c'était. Elle était piégée dans une vie grise, alors qu'à côté, dans la maison jaune, la vie semblait déborder de couleurs et de sons. Mais les apparences, comme elle était sur le point de le découvrir de manière dévastatrice, pouvaient être le plus cruel des mensonges. La fête du village, la célébration annuelle, était l'événement social le plus important de l'année. Elle se tenait fin août, marquant la fin de l'été et le début de la saison des récoltes. La place centrale se remplissait de stands de nourriture, de jeux pour les enfants, et d'une scène improvisée où un groupe local jouait de l'accordéon et des chansons populaires. L'air était imprégné de l'odeur des crêpes, du vin chaud et de la fumée des saucisses grillées. C'était une nuit où les règles sociales se relâchaient un peu, et la communauté se rassemblait pour célébrer. Cette année-là, en 1972, Marie-Claire se sentait particulièrement isolée. La pression pour avoir un enfant augmentait, et elle voyait les regards de pitié des autres femmes. Jean-Paul, comme d'habitude lors des événements sociaux, buvait plus que de raison. Le vin rouge lui déliait la langue, mais pas pour parler avec elle. Il devenait plus expansif, plus bruyant, le centre d'un cercle d'hommes qui riaient de ses blagues. Laurent et Isabelle étaient là aussi, ressemblant à un couple sorti d'un film. Isabelle portait une robe à fleurs qui voletait quand elle marchait, et Laurent ne la quittait pas. Mais à mesure que la nuit avançait et que le vin coulait, Marie-Claire commença à remarquer quelque chose d'étrange. Laurent était absorbé par une conversation animée avec le maire, et Isabelle se trouvait seule près du stand de confiserie. Jean-Paul, quittant son groupe d'amis, se dirigea vers elle. Marie-Claire les observait de loin,
assise sur un banc en bois, se sentant invisible. Au début, la conversation semblait banale, mais ensuite, elle vit la façon dont Jean-Paul se penchait près d'Isabelle, la manière dont sa main toucha son bras un instant de plus que nécessaire. Elle vit le rire d'Isabelle, un peu plus fort, un peu plus nerveux que d'habitude. Elle vit le regard qu'ils échangèrent, un regard rapide, complice, qui la frappa comme un coup de poing à l'estomac. Le groupe se mit à jouer une valse. Jean-Paul, qui dansait rarement avec Marie-Claire, tendit la main à Isabelle. Elle hésita une seconde, regardant en direction de Laurent, qui était toujours distrait. Puis, elle accepta. Pendant qu'ils dansaient, Marie-Claire sentit le monde autour d'elle disparaître. Il n'y avait plus que deux, tourbillonnant sous les lumières colorées de la fête. Ce n'était pas une danse entre voisins, c'était autre chose. Il y avait une intimité dans la façon dont il la tenait, un abandon dans la manière dont elle posait la tête sur son épaule un bref instant. Leurs corps semblaient se comprendre, se mouvant dans une harmonie que Marie-Claire et Jean-Paul n'avaient jamais eue. Pour n'importe qui d'autre, cela aurait pu être une danse innocente. Mais pour une femme dont l'intuition avait été aiguisée par des années de solitude et d'observation, c'était un aveu. Quand la musique s'arrêta, ils s'éloignèrent brusquement, comme s'ils avaient été pris en flagrant délit. Jean-Paul retourna vers son groupe d'amis, le visage rouge par le vin et l'émotion. Isabelle rejoignit Laurent, un sourire forcé aux lèvres. Personne ne sembla rien remarquer, sauf Marie-Claire. Cette nuit-là, sur le chemin du retour, le silence dans la voiture était différent. Ce n'était pas le silence vide habituel. C'était un silence dense, chargé d'électricité, de non-dit. Marie-Claire regarda le profil de son mari au volant, la mâchoire serrée, les yeux fixés sur la route sombre. Elle voulait crier, demander, le confronter, mais les mots ne sortaient pas. La peur d'être traitée de folle, de jalouse, la paralysait. Elle ravala la vérité amère qui commençait à se former dans sa gorge et la garda à l'endroit où elle gardait toutes ses autres douleurs, au fond de son cœur silencieux. La graine du soupçon, plantée cette nuit-là, allait commencer à germer dans un terreau fertile de malheur. Les jours qui suivirent la fête du village furent marqués par un changement subtil, mais palpable, dans la dynamique entre les deux maisons. Pour le monde extérieur, rien n'avait changé. Mais Marie-Claire, désormais aux aguets, voyait ce qui lui était auparavant invisible. Elle voyait la façon dont le rideau de la fenêtre de la cuisine d'Isabelle bougeait discrètement lorsque la voiture de Jean-Paul arrivait de la ville. Elle remarquait les rencontres fortuites près de la boîte aux lettres qui se prolongeaient plus que nécessaire pour échanger quelques amabilités. Jean-Paul aussi était différent. Il y avait une légèreté dans sa démarche qu'elle n'avait pas vue depuis des années, une distraction dans son regard. Il fredonnait doucement en travaillant dans la grange, ce qu'il ne faisait jamais, et il était devenu encore plus distant avec elle. Si auparavant ses silences étaient vides, il semblait maintenant plein de secrets. Quand Marie-Claire essayait d'entamer une conversation, il la coupait avec impatience, comme si sa présence était une interruption d'une rêverie agréable. Le soupçon de Marie-Claire était un compagnon constant, un faible bourdonnement dans ses oreilles qui ne cessait jamais. Elle se mit à observer, à collecter de petites preuves qui, isolées, ne signifiaient rien, mais qui, ensemble, peignaient un tableau désolant. Un matin, en étendant le linge, elle entendit des voix provenant du petit bois qui séparait les deux propriétés. C'était Jean-Paul et Isabelle. Elle ne pouvait pas comprendre les mots, mais le ton était sans équivoque. Ce n'était pas le ton de deux voisins discutant du temps. C'était un ton intime, de chuchotements et de rires étouffés. Le cœur de Marie-Claire martelait dans sa poitrine. Elle se cacha derrière un drap suspendu, se sentant comme une espionne dans sa propre maison, une intruse dans sa propre vie. Isabelle, de son côté, commença à éviter Marie-Claire. Ses visites pour prendre le café se firent rares, et quand elles avaient lieu, étaient tendues. Isabelle ne pouvait pas soutenir le regard de Marie-Claire. Elle parlait vite, de banalité, et ses yeux étaient que toujours agités, comme si elle cherchait une issue de secours. La tristesse que Marie-Claire avait toujours remarquée dans son regard était maintenant mêlée à autre chose, la culpabilité. Le pire pour Marie-Claire était le sentiment d'impuissance. À qui pouvait-elle parler? À sa mère? Elle lui dirait d'être une bonne épouse et de ne pas créer de problème. À une amie? L'histoire se répandrait dans le village comme une traînée de poudre, et elle deviendrait le sujet de tous les commérages. Et que dirait-elle, après tout? J'ai vu mon mari danser avec la voisine? Je les ai entendus chuchoter dans le bois? Cela ressemblerait au délire d'une épouse jalouse et frustrée. Jean-Paul était un homme respecté. Isabelle,
la charmante professeure de musique. Et elle, la femme simple et sans enfant qui, tout le monde le savait, n'avait pas un mariage heureux. Personne ne la croirait. Alors, elle garda tout pour elle. Le soupçon la rongeait de l'intérieur, transformant sa tristesse en une amertume froide. Elle se déplaçait dans la maison comme un fantôme, accomplissant ses tâches quotidiennes de manière automatique. La nourriture qu'elle préparait n'avait pas de goût. Les fleurs de son jardin n'avaient pas de couleur. Le monde avait perdu sa vivacité, remplacé par une teinte de gris, la couleur de la trahison et de la solitude. Elle était complètement seule avec sa vérité, une vérité qui n'était encore qu'une ombre, un soupçon, mais qui était sur le point de prendre corps et forme de la manière la plus indéniable possible. L'automne arriva, peignant les feuilles des arbres de teintes d'or et de rouille. L'air devint plus frais, et les nuits plus longues. C'est par un après-midi froid d'octobre qu'Isabelle frappa à la porte de Marie-Claire. Elle n'apportait pas de gâteau ni de prétexte quelconque. Dans ses mains, elle tenait seulement une petite tasse de thé, comme si elle avait besoin de quelque chose pour réchauffer ses doigts qui tremblèrent légèrement. « Je peux entrer ?» demanda-t-elle, la voix plus basse que d'habitude. Marie-Claire s'écarta, lui permettant d'entrer. L'atmosphère dans la cuisine était lourde. Isabelle ne s'assit pas. Elle resta debout près de la porte, regardant partout sauf le visage de Marie-Claire. « J'ai une nouvelle », commença Isabelle. Puis elle hésita, se mordant la lèvre inférieure. « Je suis enceinte. » Le monde de Marie-Claire s'arrêta un instant. Le tic-tac de l'horloge sur le mur sembla s'amplifier. Enceinte. Le mot qu'elle avait tant rêvé d'entendre pour elle-même, maintenant prononcé par la femme qu'elle soupçonnait d'être l'amante de son mari. Une vague d'émotions contradictoires la submergea, une pointe de jalousie, une profonde tristesse pour sa propre infertilité, et par-dessus tout, un soupçon glacial qui se transforma en une certitude quasi absolue. Elle força ses lèvres à former un sourire. « Isabelle, quelle merveilleuse nouvelle! Je suis très heureuse pour toi et Laurent. » Le nom de Laurent sembla flotter dans l'air entre elles. Isabelle regarda enfin Marie-Claire, et dans ses yeux, il y avait un mélange de joie et de panique. « Oui, Laurent est aux anges. Nous essayons depuis un moment. » La conversation qui suivit fut surréaliste. Isabelle parla des nausées matinales, des plans pour la chambre du bébé, des prénoms qu'ils envisageaient. Marie-Claire écoutait, hochait la tête, posait les questions qu'on attendait d'elle. Mais son esprit était ailleurs. Elle repassait les derniers mois, la danse à la fête, les chuchotements dans le bois, les regards échangés, tout s'emboîtait. Ce soir-là, quand Jean-Paul rentra, Marie-Claire l'observa attentivement. Elle ne dit rien de la nouvelle. Elle attendit qu'il le fasse. Il tarda. Ce n'est que pendant le dîner, de manière désinvolte, presque comme une note de bas de page, qu'il mentionna « J'ai appris que les Martin vont avoir un bébé ». Marie-Claire garda les yeux fixés sur son assiette. « Oui. Isabelle me l'a dit cet après-midi. » Il y eut un moment de silence. Elle attendit qu'il dise quelque chose de plus, qu'il montre une réaction. Mais il continua simplement à manger, le visage impassible. C'est ce manque de réaction, cette normalité forcée, qui confirma tout pour Marie-Claire. Si c'était une nouvelle ordinaire concernant des voisins, il aurait fait un commentaire, peut-être une blague sur les nuits blanches qui les attendaient, mais son silence était un aveu. C'était le silence de celui qui en sait trop. Plus tard, allongée dans son lit, dans le noir, Marie-Claire sentit les larmes qu'elle avait retenues toute la journée enfin couler. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de colère et d'une clarté douloureuse. Elle n'avait pas de preuves, elle n'avait que son intuition et une chaîne de circonstances. Mais dans son cœur, elle savait. L'enfant qu'Isabelle attendait n'était pas seulement l'enfant du voisin. D'une manière terrible et inimaginable, elle sentait que ce bébé avait aussi à voir avec elle, avec sa maison, avec le mensonge qui était tissé autour d'elle. La nouvelle de la grossesse n'avait pas été une bénédiction pour la maison jaune, elle avait été une condamnation pour la maison de pierre. Le printemps 1973 arriva avec une explosion de vie. Les arbres se couvrirent de nouvelles feuilles, et les champs autour de la maison de Marie-Claire se remplirent de fleurs sauvages. C'est par une journée de mai, alors que l'air était parfumé par l'odeur de l'herbe fraîchement coupée, que Pierre Martin naquit. La nouvelle se répandit rapidement dans la petite communauté. C'était un garçon en bonne santé, et tout le monde était heureux pour le jeune couple. Marie-Claire, en bonne voisine, prépara une soupe et un pain maison, et, le cœur lourd, traversa le chemin jusqu'à la maison jaune. Laurent l'accueillit à la porte, le visage fatigué mais débordant d'un bonheur pur et radieux.
Marie-Claire, entre, viens voir notre petit Pierre. Il la guida jusqu'à la chambre, où Isabelle était assise dans un fauteuil, berçant le bébé. La pièce était inondée de soleil, et la scène était l'image même du bonheur domestique. Isabelle semblait épuisée, mais elle sourit à Marie-Claire, un sourire fragile et sincère. « N'est-il pas magnifique ?» murmura Isabelle. Marie-Claire s'approcha. Le bébé était enveloppé dans une couverture bleu clair, dormant paisiblement. Il avait une touffe de cheveux sombres et la peau rose d'un nouveau-né. Et puis, elle vit les traits qu'elle redoutait de trouver. Ils n'étaient pas évidents pour un étranger, mais pour elle, qui avait passé des années à étudier chaque ligne du visage de son mari, ils étaient indéniables. La forme du menton, la ligne subtile de la bouche. Et puis, le bébé bougea dans son sommeil, et un petit sourire fantôme se forma sur ses lèvres, révélant une petite fossette sur sa joue gauche, la même fossette qui apparaissait sur le visage de Jean-Paul quand il offrait l'un de ses rares sourires sincères. L'air sembla être aspiré des poumons de Marie-Claire. Elle ressentit un vertige, une sensation d'irréalité, comme si elle assistait à une scène d'une terrible pièce de théâtre. Elle regarda Laurent, qui contemplait le bébé avec un amour et une fierté sans faille. Il ne voyait pas. Il ne voyait pas que l'enfant qu'il tenait dans ses bras, l'enfant qui portait son nom, était le miroir d'un autre homme. Marie-Claire murmura quelques mots de félicitations, loua la beauté du bébé et s'excusa, disant qu'elle devait rentrer. Elle retourna sur l'herbe, sentant chaque pas comme si elle marchait sur des éclats de verre. En entrant dans sa cuisine silencieuse, elle s'appuya contre la table, le corps tremblant, la fossette. Ce petit détail, cette marque de naissance, était la preuve vivante. C'était la vérité estampillée sur le visage d'un enfant innocent. Tous ses soupçons, toutes ses peurs, toutes ses nuits blanches, se solidifièrent en ce seul instant. Ce n'était plus une question d'intuition, c'était un fait. Ce soir-là, Jean-Paul se rendit à la maternité pour voir Isabelle et le bébé. Il rentra tard, avec une odeur d'alcool dans son haleine. Il entra dans la cuisine, où Marie-Claire l'attendait, assise dans le noir. « Où étais-tu » demanda-t-elle, la voix dénuée d'émotion. « J'ai été voir le fils des Martin » répondit-il, évitant son regard. « C'est un garçon costaud. Il ressemble à son père » demanda Marie-Claire, chaque mot soigneusement pesé. Jean-Paul se tendit. Il est encore trop tôt pour le dire. Les bébés se ressemblent tous. Non, dit Marie-Claire en se levant. Elle alluma la lumière, et ses yeux rencontrèrent les siens. Pas celui-ci. Celui-ci a une fossette. Sur la joue gauche. Tout comme toi. Le visage de Jean-Paul pâlit. Pendant une seconde, le masque d'indifférence tomba, et elle vit la panique dans ses yeux. Mais ce ne fut qu'une seconde. Il se reprit rapidement, et son expression devint dure et froide. « Tu es folle !» cracha-t-il. « Tu vois des choses qui n'existent pas. Ton amertume t'empoisonne. » C'était la première fois qu'il utilisait ce mot contre elle. Folle. Ce ne serait pas la dernière. L'accusation de Jean-Paul fut l'étincelle qui mit le feu aux poudres de plusieurs années de ressentiment et de douleur refoulées. Pour la première fois de son mariage, Marie-Claire ne recula pas. La vision de cette fossette sur le visage du bébé lui avait donné une certitude qui surpassait la peur. « Folle ?» répéta-t-elle, sa voix passant d'un murmure à un cri tremblant. « Je suis folle de voir ce qui est sous mes yeux, de relier les points que toi et elle vous êtes tant efforcés de cacher, la danse, les secrets, les rendez-vous dans les bois, et maintenant ça, un fils qui est ta copie conforme. » Jean-Paul fit un pas vers elle, le visage déformé par la colère. « Tais-toi, Marie-Claire, tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu inventes des histoires par jalousie, parce que tu n'as pas été capable de me donner un fils. » Le coup était bas, cruel et précis. Il touchait la blessure la plus profonde de Marie-Claire, sa douleur face à l'infertilité. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais c'étaient des larmes de fureur, pas de tristesse. « Alors c'est ça ?» cria-t-elle, la voix brisée. « Tu me blâmes ? Tu m'humilies pendant des années parce que je ne tombe pas enceinte ? Et puis tu vas chercher du réconfort dans les bras de la voisine ? Et tu as encore le courage de me traiter de folle ?» La dispute qui s'ensuivit fut la pire de leur vie. Il n'y eut pas de violence physique, mais les mots étaient comme des rasoirs, coupant profondément, laissant des cicatrices qui ne disparaîtraient jamais. Marie-Claire déversa tous ses soupçons, toutes ses petites observations, toutes ses rancœurs accumulées. Jean-Paul nia tout, retournant chaque accusation contre elle, la dépeignant comme une femme amère, déséquilibrée et malveillante. « Tu veux détruire 2 familles avec tes fantasmes ?» gronda-t-il. « Laurent est mon ami. Isabelle est une femme bien. Et Pierre est leur fils. Tu vas arrêter cette folie tout de suite. »
Ce n'est pas de la folie, c'est la vérité, insista-t-elle, le corps tremblant de colère et de douleur. Je sais ce que j'ai vu, et un jour, tout le monde le saura. La discussion se termina par Jean-Paul claquant la porte et quittant la maison, laissant Marie-Claire seule au milieu de la cuisine, l'écho de leurs cris flottant encore dans l'air. Elle s'effondra sur une chaise, sanglotant, non pas de faiblesse, mais d'un épuisement émotionnel accablant. Elle avait enfin dit la vérité à voix haute, et sa réaction avait été exactement celle qu'elle redoutait. Le déni, l'attaque, l'invalidation complète de ses sentiments et de ses perceptions. À partir de cette nuit, la dynamique de leur maison changea pour toujours. Le silence qui suivit la tempête était plus lourd et plus froid que jamais. Ils devinrent deux étrangers, partageant un toit, se déplaçant l'un autour de l'autre avec une prudence glaciale. Jean-Paul la traitait avec un mépris voilé, comme s'il avait affaire à une personne malade, instable, et Marie-Claire, de son côté, le regardait avec un mélange de haine et de pitié. Elle avait perdu la bataille, mais pas la guerre. La vérité était vivante et respirait dans la maison voisine. Et bien que le monde entier, à commencer par son propre mari, la traite de folle, elle s'accrochait à sa conviction avec la force d'une survivante. Elle savait ce qui était réel, et cette certitude, aussi solitaire et douloureuse soit-elle, devint l'encre qui l'empêcherait de sombrer dans la mer de mensonges qui l'entourait. La promesse de Jean-Paul qu'elle cesserait cette folie se transforma en une campagne systématique pour la discréditer. Il n'eut pas à faire beaucoup d'efforts. Dans une petite communauté comme Saint-Léonard de Noblat, où la réputation était tout et où les apparences étaient maintenues à tout prix, l'histoire de Marie-Claire était tout simplement inconcevable. Jean-Paul commença à semer subtilement les graines du doute. Au café local, il soupirait et disait à ses amis que Marie-Claire n'allait pas bien, que la tristesse de ne pas avoir d'enfant l'affectait. Il parlait au curé, exprimant son inquiétude quant à l'état d'esprit de sa femme. Marie-Claire, dans son désespoir, tenta de chercher du soutien. Elle parla à sa sœur, qui vivait dans une ville voisine. Mais après avoir entendu l'histoire, sa sœur secoua simplement la tête avec pitié. « Marie-Claire, tu dois faire attention. Ce sont des accusations très graves. Jean-Paul est un homme bien. Peut-être que tu es juste fatiguée. » Elle essaya de parler à sa mère, une femme endurcie par la vie, qui voyait le mariage comme un devoir, non comme un partenariat. La réponse fut encore plus dure. « Tu as fait tes vœux. Ta place est aux côtés de ton mari. Arrête de créer des problèmes là où il n'y en a pas, et prie pour que Dieu te donne plus de jugement. » Le rejet de sa propre famille fut le coup le plus dévastateur. Si même eux ne la croyaient pas, qui le ferait? Peu à peu, le récit de Jean-Paul se solidifia. Marie-Claire devint la pauvre, l'épouse malheureuse qui inventait des histoires pour attirer l'attention. Les gens du village commencèrent à la regarder différemment. Il y avait de la pitié dans certains regards, de la méfiance dans d'autres. Les conversations s'arrêtaient lorsqu'elle s'approchait. Les invitations à des dîners et à des événements sociaux diminuèrent. Elle devint une paria dans sa propre communauté. Laurent et Isabelle, de leur côté, étaient l'image de la famille heureuse. Laurent, complètement inconscient de la vérité, exhibait son fils avec fierté. Isabelle, derrière son sourire radieux, portait une tension que seule Marie-Claire pouvait voir. Leurs rencontres devinrent insupportablement gênantes. Elles échangeaient des salutations polies de l'autre côté de la clôture, mais les jours de café dans la cuisine étaient terminés pour toujours. Isabelle ne confronta jamais Marie-Claire au sujet des accusations qu'elle avait certainement entendues par les rumeurs. Et Marie-Claire ne reprit plus jamais le sujet avec elle. Il y avait un mur de silence entre elles, construit avec des briques de culpabilité et de secret. La solitude de Marie-Claire était absolue. Elle était piégée sur une île, entourée d'une mer d'incrédulité. La maison de pierre devint son refuge et sa prison. À l'intérieur, elle n'avait pas à affronter les regards de jugement. Elle pouvait se mouvoir dans son propre monde, où sa vérité était la seule qui comptait. C'est à cette période qu'elle se forgea une carapace, une armure d'indifférence pour se protéger du monde extérieur. Elle cessa d'essayer de convaincre les gens. Elle cessa de chercher une validation. Si le monde la voyait comme une folle, qu'il en soit ainsi. Elle garderait sa vérité pour elle, comme une braise ardente en secret, attendant le jour où le vent soufflerait en sa faveur. Les années commencèrent à passer, et l'histoire de la folie de Marie-Claire devint une partie du folklore du village, une triste note de bas de page dans la vie d'une femme amère. Et pendant ce temps, dans la maison voisine, le garçon aux yeux de Jean-Paul grandissait,
inconscient de la tempête que sa propre existence avait créée. La vie, avec sa cruelle indifférence, continua. Et au centre de la vie de Marie-Claire, de manière inattendue et ironique, une nouvelle dynamique émergea. Dans un retournement de situation que personne n'aurait pu prévoir, Isabelle et Laurent, après seulement 5 ans dans la Maison Jaune, décidèrent de déménager. Laurent avait reçu une offre d'emploi irrésistible à Paris, une opportunité pour sa carrière qu'il ne pouvait refuser. Le départ fut brutal, mais ils n'emmenèrent pas Pierre avec eux. La raison officielle, répandue dans le village, était que la vie à Paris serait trop mouvementée pour un jeune enfant. Isabelle, disait-on, traversait une période de fragilité émotionnelle et ne se sentait pas capable de s'occuper de Pierre dans la grande ville. L'arrangement, soi-disant temporaire, était que le garçon reste avec Jean-Paul et Marie-Claire. Jean-Paul, en bon voisin et ami, s'était rapidement porté volontaire. Le village applaudit sa générosité. Marie-Claire, cependant, connaissait la vérité. Elle voyait le désespoir dans les yeux d'Isabelle, la culpabilité qui la rongeait. Laisser Pierre derrière elle était une forme de pénitence, un acte d'autopunition. Et pour Jean-Paul, c'était l'occasion d'avoir le fils qu'il savait secrètement être le sien, sans admettre la vérité. Ainsi, du jour au lendemain, Pierre, un garçon de 5 ans aux yeux bleus curieux et à la fossette sur la joue, vint vivre dans la maison de Pierre. Marie-Claire devint sa mère. Élever Pierre fut l'expérience la plus complexe et la plus douloureuse de sa vie. Une partie d'elle en voulait à sa présence. Chaque fois qu'il souriait et que la fossette apparaissait, c'était un coup de poignard dans son cœur. Chaque fois qu'elle regardait dans ses yeux, elle voyait la trahison de son mari. Il était l'incarnation vivante du mensonge qui avait détruit sa paix. Mais une autre partie d'elle, celle qui avait toujours rêvé d'être mère, ne pouvait résister au garçon. Pierre était un enfant doux et affectueux. Il n'était coupable de rien. Il n'était qu'un garçon qui avait besoin d'amour. Et Marie-Claire, malgré toute sa douleur, avait un puits d'amour inexploité en elle. Elle s'occupa de lui avec un dévouement féroce. Elle lui apprit à lire, à faire du vélo, à reconnaître les oiseaux par leur chant. Elle soignait ses genoux écorchés, lui racontait des histoires pour l'endormir et cuisait ses gâteaux préférés. Elle lui donna la stabilité et l'affection dont il avait besoin. La relation entre eux était une danse délicate d'amour et de douleur. Il y avait des moments de pure tendresse, quand il la serrait dans ses bras en disant « Je t'aime, maman », et le cœur de Marie-Claire fondait. Mais il y avait d'autres moments, quand la ressemblance avec Jean-Paul était si frappante qu'elle ressentait un frisson et devait s'éloigner un instant, pour respirer, pour se reprendre. Pierre sentait cette distance occasionnelle, cette ombre qui passait parfois dans ses yeux. Il ne comprenait pas, mais il le sentait. Pour lui, Marie-Claire était sa mère, la seule qu'il connaissait vraiment. Mais il y avait une partie d'elle qui semblait inaccessible, une pièce verrouillée dans son âme à laquelle il n'avait pas accès. Jean-Paul, de son côté, était un père étrange. Il était fier de Pierre, de son intelligence, de ses réussites à l'école. Mais c'était une fierté distante, presque impersonnelle. Il montrait rarement d'affection physique. Son amour s'exprimait par des cadeaux, des permissions, mais pas par des câlins ou des conversations profondes. Il y avait une barrière invisible entre lui et le garçon, la barrière de la vérité non dite. Et ainsi, Pierre grandit dans cette maison de pierre, aimé d'une manière compliquée et imparfaite. Un garçon qui était un miroir constant du mensonge sur lequel sa famille avait été construite. Isabelle et Laurent ne revinrent jamais vivre à Saint-Léonard-de-Noblat. Ce qui devait être un arrangement temporaire devint permanent. La vie à Paris les engloutit. Ils divorcèrent quelques années plus tard. Laurent se remaria et eut d'autres enfants. Isabelle, selon les rumeurs qui parvenaient sporadiquement, ne s'en remit jamais. Elle vécut une vie solitaire, donnant des cours de piano, une figure mélancolique hantée par ses choix. Les visites à Pierre étaient rares et douloureuses. Tous les 1 ou 2 ans, Isabelle apparaissait. Elle arrivait dans une voiture de location, toujours habillée avec élégance, mais avec une apparence fragile, comme si un vent plus fort pouvait la briser. Pour Pierre, elle était une figure presque mythique, sa « maman de Paris ». Les rencontres étaient gênantes. Elle le serrait maladroitement dans ses bras, posait des questions sur l'école et lui offrait des cadeaux chers et impersonnels. Marie-Claire observait ces visites avec un mélange de pitié et de ressentiment. Elle voyait la souffrance d'Isabelle, mais ne pouvait pas lui pardonner. Pendant ces visites, les 2 femmes se parlaient à peine. Elles n'échangeaient que les formalités nécessaires, chacune piégée de son côté de l'histoire. La culpabilité d'Isabelle
était un abîme entre elles, et la douleur de Marie-Claire, une muraille. Laurent était encore plus absent. Il téléphonait pour les anniversaires, et à Noël, envoyait de l'argent, mais ses visites étaient encore plus rares. Pour lui, Pierre était devenu un souvenir douloureux d'un mariage raté et d'une vie qu'il avait laissée derrière lui. Il aimait le garçon à sa manière, mais la distance physique et émotionnelle était devenue infranchissable. Il ne se doutait pas que cette distance était en réalité une bénédiction, le protégeant de la vérité qui l'aurait anéanti. Cette absence des parents biologiques solidifia le rôle de Marie-Claire et Jean-Paul comme parents de Pierre. Pour le village, l'histoire était simple. Les Dubois, dans un acte de grande noblesse, avaient adopté le fils abandonné des voisins. Ils étaient considérés comme des saints, surtout Jean-Paul. Marie-Claire restait la figure étrange et recluse, mais son excentricité était maintenant tolérée comme faisant partie de l'ensemble de la famille héroïque. Pour Pierre, la situation était confuse. Il aimait Marie-Claire et respectait Jean-Paul. C'était un de ses parents. Mais il avait un père et une mère biologiques, quelque part, vivant d'autres vies. Il portait un sentiment d'abandon qu'il n'a jamais pu articuler complètement. Il se sentait différent des autres enfants, comme s'il manquait une pièce à son histoire. Ce sentiment d'incomplétude a façonné sa personnalité. Il devint un jeune homme calme et observateur, désireux de plaire, craignant de causer des problèmes. Il sentait la tension non dite dans sa maison, la tristesse dans les yeux de Marie-Claire, la distance de Jean-Paul, et internalisait tout, croyant d'une certaine manière que c'était sa faute. La maison jaune, maintenant occupée par une autre famille, était un rappel constant de ses origines fragmentées, un écho d'une vie qui aurait pu être, mais qui n'a jamais été. À l'adolescence, la perception que Pierre avait du monde et des gens autour de lui s'aiguisa. La brume de l'enfance se dissipa, révélant les fissures et les ombres de la façade de sa famille. Il commença à remarquer des choses qu'il avait auparavant acceptées comme normales. Il remarquait le silence lourd pendant les repas, un silence qui n'était pas paisible, mais tendu, plein de non-dits. Il remarquait que ses parents ne se touchaient jamais, n'échangeaient jamais un geste d'affection. Ils dormaient dans des chambres séparées, une situation que Jean-Paul justifiait par ses ronflements, mais que Pierre commença à soupçonner d'avoir des raisons plus profondes. Et il remarquait, par-dessus tout, la mélancolie de Marie-Claire. Elle était la constante dans sa vie, son roc, mais un roc qui semblait être érodé par une marée invisible. Il la voyait parfois, debout à la fenêtre de la cuisine, regardant dans le vide, avec une expression de douleur si profonde que cela l'effrayait. « Maman, pourquoi es-tu toujours si triste ?» demanda-t-il un soir, la trouvant ainsi. Il avait environ 15 ans, et la question sortit avec la franchise maladroite de l'adolescence. Marie-Claire sursauta, comme si on l'avait tirée d'une transe. Elle se tourna vers lui et força un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Je ne suis pas triste, mon chéri. Je réfléchis. C'est tout. Tu réfléchis beaucoup ?» insista-t-il, sentant qu'il s'approchait de quelque chose d'important. Et ça n'a jamais l'air d'être des pensées heureuses. Elle soupira, le son d'une longue et fatigante bataille. Elle lui passa la main dans les cheveux, un geste à la fois affectueux et un peu distant. « La vie est compliquée, Pierre. Quand tu seras plus grand, tu comprendras. » Mais il ne voulait pas attendre d'être plus grand. Il commença à poser des questions plus directes, surtout sur ses origines. Pourquoi Laurent et Isabelle m'ont-ils laissé ? Ils ne m'aimaient pas ? Marie-Claire répondait toujours avec prudence, essayant de protéger le garçon de la dure vérité. Ils t'aimaient beaucoup, Pierre, mais leur vie est devenue très difficile. Ils pensaient qu'ici tu aurais une vie meilleure, plus stable, et nous t'aimons plus que tout. Ces réponses étaient des vraies, mais incomplètes, et Pierre le sentait. Il sentait qu'une partie de l'histoire était omise. Il commença aussi à remarquer les ressemblances physiques que d'autres personnes commentaient en passant. « C'est drôle, Pierre. Tu as la même démarche que ton père, » lui dit un vieil ami de Jean-Paul. « Tes yeux sont de la couleur du ciel, comme ceux de Laurent, » commenta une dame à la boulangerie. Mais une fois, un parent éloigné de Jean-Paul, un peu ivre lors d'une fête de famille, le regarda et dit « Garçon, si je ne savais pas que tu es le fils des Martin, je jurerais que tu es un Dubois. Tu as la Fossette de Jean-Paul. » L'observation fut rapidement étouffée par des rires nerveux, mais elle resta dans l'esprit de Pierre. La Fossette. Il se regarda dans le miroir. Elle était là, sur sa joue gauche, exactement comme celle de l'homme qu'il appelait son père. Il regarda aussi les quelques photos qu'il avait de Laurent. Laurent n'avait pas de Fossette. Les pièces du puzzle étaient éparpillées devant lui.
mais il ne pouvait ou ne voulait pas les assembler. L'image qu'elle formerait était trop terrifiante à contempler. Mettre en doute sa paternité signifiait remettre en question toute son existence, tout le fondement de sa vie. Il était plus facile d'accepter les demi-vérités, de vivre dans la pénombre des questions sans réponse, que d'allumer une lumière qui pourrait révéler un monstre. Les années passèrent. Pierre termina ses études, alla à l'université à Limoges et devint ingénieur agronome, un choix qui le maintint proche de ses racines et de la terre qu'il aimait. Il épousa une femme douce nommée Hélène et eut 2 enfants. Il construisit sa propre maison non loin de la maison de Pierre, s'assurant que Marie-Claire ne soit jamais seule, surtout après que la santé de Jean-Paul commença à décliner. La consommation d'alcool de Jean-Paul, qui avait toujours été une constante dans sa vie, fit des ravages. Il développa des problèmes de foie, et son corps, autrefois fort et robuste, commença à rétrécir. La maladie le rendit amer et encore plus tyrannique à la maison. Le masque d'homme respectable qu'il portait en public commença à se fissurer, révélant la cruauté que Marie-Claire connaissait si bien. Il y eut un dimanche particulier, lors d'un déjeuner de famille. Pierre, Hélène et leurs enfants étaient en visite. Marie-Claire servit le rôti, et Jean-Paul, qui avait à peine touché à sa nourriture, fit un commentaire désobligeant sur l'assaisonnement. « C'est fade, comme tout ce que tu fais, Marie-Claire. Sans saveur, dit-il, la voix pâteuse et pleine de mépris. Un silence gêné tomba sur la table. Hélène baissa les yeux sur son assiette, et les enfants arrêtèrent de manger. Pierre sentit une vague de colère. « Papa, ne parle pas comme ça à maman, » dit-il, la voix ferme. Jean-Paul se tourna vers lui, les yeux brouillés par la maladie et le ressentiment. « Ah, le fils qui défend sa mère, tu as toujours été de son côté, n'est-ce pas? Toujours à gober ses folies. » Il laissa échapper un rire sec et sans joie. « Elle t'a monté contre moi toute ta vie avec ses histoires. » Marie-Claire, qui pendant des décennies aurait enduré l'humiliation en silence, se leva enfin. Ses yeux, habituellement fatigués, brillaient d'une lumière froide. « Assez, Jean-Paul, pas devant les enfants. »« Assez ?» se moqua-t-il. « Ça ne finira donc jamais, n'est-ce pas? Ton grand mensonge. Le mensonge que tu as inventé parce que tu étais une femme amère et vide. » Il regarda Pierre, une lueur malicieuse dans les yeux. « Tu aurais dû entendre ce qu'elle disait quand tu es né, garçon, les choses horribles qu'elle a inventées. » C'était la première fois que la folie de Marie-Claire était mentionnée si ouvertement devant Pierre depuis des années. Le mot flotta dans l'air, laid et lourd. Pierre regarda de son père malade et amer à sa mère, qui se tenait droite et digne, son visage un masque de douleur contenue. À ce moment, quelque chose changea en Pierre. Il vit son père non pas comme la figure d'autorité qu'il avait toujours été, mais comme un homme petit et cruel, s'en prenant à la femme qui s'était occupée de lui toute sa vie. Et il vit sa mère non pas comme une figure mélancolique et distante, mais comme quelqu'un qui avait enduré une douleur inimaginable en silence. Le déjeuner se termina brusquement. Pierre ramena sa famille à la maison, mais la scène resta gravée dans son esprit. Le masque de Jean-Paul était tombé complètement, et ce qui se trouvait en dessous était répugnant, et la folie de sa mère. Pour la première fois, Pierre s'autorisa à se poser la question qu'il avait évitée toute sa vie. Et si ce n'était pas de la folie? Et si c'était vrai? La graine du doute, plantée il y a si longtemps, trouva enfin un sol fertile pour grandir. Jean-Paul décéda quelques mois après ce déjeuner dominical. Sa mort n'apporta pas un grand deuil à la maison de Pierre, mais plutôt un soulagement silencieux, la libération d'une pression qui avait duré un demi-siècle. Pour Marie-Claire, c'était comme si la maison pouvait enfin respirer. Elle poursuivit sa routine, s'occupant de son jardin et de sa maison, mais il y avait une légèreté sur ses épaules qui n'existait pas auparavant. Pierre et sa famille lui rendaient visite fréquemment, remplissant la maison du bruit des rires d'enfants et de conversations animées. La relation entre la mère et le fils s'approfondit. Sans la présence oppressante de Jean-Paul, ils pouvaient parler plus librement. Cependant, la grande vérité non dite demeurait entre eux, un fantôme qui hantait les couloirs de la maison. L'idée qui allait tout changer ne vint pas d'une épiphanie ou d'un moment dramatique, mais d'une émission de télévision de l'après-midi. Un jour, Marie-Claire était assise dans son fauteuil, somnolant légèrement, avec la télévision allumée sur une chaîne d'information. Un segment sur les enquêtes de cas classés attira son attention. Le journaliste parlait de la façon dont les avancées de la technologie de l'ADN résolvaient des crimes et des litiges de paternité vieux de plusieurs décennies. Elle se redressa, soudainement complètement réveillée. L'émission montrait un homme d'âge mûr qui venait de découvrir l'identité de son père biologique grâce à un simple test ADN. Les mots du journaliste résonnèrent dans la pièce silencieuse.
La science peut maintenant répondre à des questions qui appartenaient autrefois uniquement au domaine du secret et de la spéculation. ADN. Le mot resta dans l'esprit de Marie-Claire. À l'époque où Pierre est né, une telle chose relevait de la science-fiction. Mais maintenant c'était réel, c'était accessible. C'était un outil qui pouvait, une fois pour toutes, prouver ce qu'elle avait toujours su. L'idée s'enracina dans son esprit avec une force écrasante. Au début, elle la rejeta. Pourquoi ? Jean-Paul était mort. Laurent avait disparu depuis longtemps. Remuer le passé n'apporterait que plus de douleur. Mais l'idée ne la quittait pas. Ce n'était pas une question de vengeance. Ce n'était pas une question de blâmer qui que ce soit. C'était une question d'elle-même. C'était pour la jeune Marie-Claire, dont la voix avait été réduite au silence. C'était pour la femme qui avait vécu 50 ans sous le stigmate d'être folle. Elle méritait la vérité. Pierre méritait la vérité. Pendant des semaines, elle y réfléchit. Elle regarda ses mains ridées, son reflet dans le miroir. Il lui restait peu de temps. Si elle mourait, la vérité mourrait avec elle. Et elle resterait à jamais dans la mémoire du village, comme la pauvre et folle Marie-Claire. Elle ne pouvait pas permettre cela. Toute sa vie de résistance silencieuse culmina dans cette décision. Elle devait le faire, mais elle ne pouvait pas le faire seule. Elle aurait besoin de Pierre, et ce serait la conversation la plus difficile de sa vie. Elle devrait demander à son fils de risquer toute son identité, toute son histoire, pour valider la sienne. Elle prit une profonde inspiration, rassemblant le courage qui lui restait. La graine de la vérité, enfouie depuis si longtemps, était sur le point de percer la surface. Marie-Claire choisit un dimanche après-midi pour parler à Pierre. C'était une journée calme, et la lumière dorée de la fin de l'après-midi filtrait par les fenêtres de la cuisine, illuminant les particules de poussière qui dansaient dans l'air. Elle prépara un café et un de ses fameux gâteaux aux pommes. Elle avait besoin que l'atmosphère soit la plus normale et réconfortante possible. Pierre arriva seul, comme il le faisait parfois, pour passer du temps avec sa mère. Il la trouva assise à la table de la cuisine, les mains jointes sur la nappe en lin. Il y avait une solennité dans sa posture qui le mit immédiatement en alerte. « Tout va bien, maman ?» demanda-t-il en s'asseyant en face d'elle. Marie-Claire le regarda, ses yeux bruns fermes et remplis d'une émotion qu'il ne pouvait déchiffrer. « Pierre, je dois te demander quelque chose. La chose la plus difficile que j'ai jamais demandée à quiconque. » Elle commença à parler. Avec un calme surprenant, elle raconta toute l'histoire, depuis le début. La fête du village, les chuchotements, la fossette, la terrible dispute avec Jean-Paul, les années d'ostracisme. Elle ne parla pas avec colère ou amertume, mais avec la clarté de quelqu'un qui a repassé ces événements dans son esprit 1 million de fois. C'était un compte-rendu des faits, une exposition de sa vérité, longtemps gardée. Pierre écouta en silence, le visage devenant de plus en plus pâle. Il connaissait déjà des fragments de l'histoire, les rumeurs, la folie de sa mère. Mais il ne l'avait jamais entendue raconter de cette façon, avec cette lucidité douloureuse. Quand elle eut fini, le silence dans la cuisine était assourdissant. « Maman » commença-t-il, la voix rauque. « Pourquoi maintenant ? Après toutes ces années, papa est parti. C'est précisément pour ça, » répondit-elle, la voix douce. Tant qu'il était en vie, j'avais peur. Peur de lui, peur de ce qu'il ferait. Maintenant, je n'ai plus peur. Et je ne veux pas mourir en étant la femme folle qui a inventé une histoire terrible. Je sais ce que j'ai vu, Pierre. Je sais la vérité. Mais j'ai besoin que le monde le sache. Et, plus important encore, j'ai besoin que tu le saches. Elle fit une pause, prenant une profonde inspiration avant de formuler sa demande. J'ai vu à la télévision, à propos des tests ADN. J'ai besoin que tu en fasses un, avec moi, pour prouver que je suis ta mère, et, avec le matériel génétique de Jean-Paul. Il garde des échantillons à l'hôpital, je me suis renseignée. Pierre fut choqué. L'idée était monstrueuse. Cela signifiait déterrer le passé d'une manière brutale et définitive. Cela signifiait remettre en question l'homme qui l'avait élevé, dont il visitait la tombe. Cela signifiait risquer de découvrir que toute sa vie était un mensonge. « Je ne peux pas », murmura-t-il en secouant la tête. « Maman, je ne peux pas. C'était mon père. Il m'a élevé. Qu'est-ce que ça changerait maintenant ? Ça changerait tout. » La voix de Marie-Claire s'éleva, pleine d'une passion qui l'effraya. Ça changerait le fait que je ne suis pas folle. Ça changerait le fait que j'ai été trahie et humiliée et que personne ne m'a cru. Tu ne comprends pas, Pierre ? Ce n'est pas seulement ton histoire, c'est la mienne. C'est l'histoire de ma vie, de ma santé mentale. Des larmes lui montèrent aux yeux.
« S'il te plaît, mon fils, je ne t'ai jamais rien demandé, mais je te demande ça. Pour ta mère, j'ai besoin de cette paix avant de mourir. J'ai besoin que tu me croies. » Son appel le frappa de plein fouet. Il regarda le visage vieilli de sa mère, les rides qui racontaient une histoire de douleur et de résilience. Il vit la femme qu'il avait aimée inconditionnellement, bien qu'il soit un rappel constant de sa plus grande blessure. Il lui devait tout, et elle ne lui demandait qu'une chose, qu'il la croie, ou du moins, qu'il lui donne la chance de prouver sa vérité. Il lutta contre la peur, contre le désir de fuir, de laisser le passé enterré. Mais l'amour pour sa mère fut plus fort. Avec un soupir qui sembla venir du fond de son âme, il tendit la main sur la table et couvrit la sienne. « D'accord, maman, » dit-il, la voix tremblante. « D'accord, nous allons le faire. » Le processus fut plus bureaucratique et émotionnellement éprouvant que ce qu'ils auraient pu imaginer. Il fallut des avocats, des ordonnances judiciaires pour obtenir les échantillons de tissu de Jean-Paul archivés à l'hôpital, et une visite à une clinique froide et impersonnelle à Limoges. Le jour du prélèvement fut silencieux et tendu. Marie-Claire et Pierre étaient assis côte à côte dans la salle d'attente, sans échanger un mot. Chacun était perdu dans ses propres pensées. Marie-Claire, dans un mélange de terreur et d'espoir. Pierre, dans un état de torpeur, comme s'il se distanciait émotionnellement pour survivre au processus. La procédure elle-même fut rapide et indolore, un simple frottis buccal, mais le poids symbolique de l'acte était immense. En sortant de la clinique et en retrouvant l'air froid de l'hiver, ils sentirent tous deux qu'ils avaient franchi un point de non-retour. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Et puis, l'attente commença. Les 2 semaines suivantes furent les plus longues de leur vie. Pour Marie-Claire, chaque jour était une éternité. Elle essayait de s'occuper avec ses tâches, mais son esprit était en constante agitation. Et si elle s'était trompée? Et si, après tout, l'ADN prouvait qu'elle délirait? Le doute, qu'elle avait réprimé pendant 50 ans, commença à s'infiltrer dans ses défenses. Et si Jean-Paul avait eu raison? Et si elle n'était qu'une femme amère qui avait construit un fantasme pour faire face à sa douleur? La possibilité était si terrifiante qu'elle pouvait à peine respirer. Pour Pierre, l'attente fut une période de profonde crise identitaire. Il se surprenait à regarder ses mains, son reflet dans le miroir, cherchant des traits de Jean-Paul, de Laurent, de lui-même. Qui était-il? Le fils d'un homme respecté qu'il avait élevé, ou le fils bâtard d'une liaison de voisinage, dont l'existence était enveloppée de mensonges? Il se distanciait de sa femme et de ses enfants, incapable d'expliquer le tumulte qu'il ressentait à l'intérieur. Hélène, sa femme, savait ce qui se passait, et lui laissait de l'espace, comprenant qu'il devait affronter cela seul. Pendant ce temps, la relation entre Pierre et Marie-Claire devint fragile. Ils se parlaient au téléphone tous les jours, mais évitaient le sujet principal. L'éléphant dans la pièce était si énorme qu'il n'y avait de place pour rien d'autre. Il y avait une nouvelle tension entre eux, la peur de ce que la vérité ferait à l'amour qu'ils se portaient. Si le test prouvait que Jean-Paul n'était pas son père, comment regarderait-il la mère qu'il avait élevée en le sachant tout ce temps? Si le test prouvait le contraire, comment pourrait-il pardonner à sa mère de les avoir mis tous les deux dans cette situation torturante? Il n'y avait pas de bonne issue. Quelle que soit la vérité, elle aurait un coût. Ils attendirent le facteur chaque jour, avec un mélange de crainte et d'anxiété. Chaque voiture qui passait sur la route de campagne faisait sursauter le cœur de Marie-Claire. L'attente était une torture, un purgatoire entre une vie d'incertitude et une vie de vérité douloureuse. Le matin où l'enveloppe arriva était gris et humide, typique de l'hiver en Limousin. Marie-Claire la vit dans la boîte aux lettres, le sceau officiel du laboratoire se détachant parmi les factures et les publicités. Son cœur fit un bond, puis sembla s'arrêter. Les mains tremblantes, elle prit l'enveloppe, la rentra à l'intérieur et la posa sur la table de la cuisine. Elle ne l'ouvrit pas. Elle appela Pierre. « C'est arrivé », fut tout ce qu'elle dit. 20 minutes plus tard, il était là. Son visage était tendu, ses épaules voûtées comme s'il portait un poids invisible. Il regarda l'enveloppe sur la table, l'objet qui contenait son passé et son avenir. Et puis, la scène qui a commencé tout ce voyage s'est déroulée, mais cette fois, avec tout le poids du chemin parcouru jusqu'à ce point. La demande de Pierre d'oublier, le refus ferme de Marie-Claire, le son du coupe-papier déchirant le papier. Lorsque Marie-Claire déplia la feuille, et que ses yeux rencontrèrent la phrase conclusive, le monde se transforma. Exclut la possibilité que Jean-Paul Dubois soit le père biologique. La probabilité de paternité est de 0%. La larme qui coula sur sa joue n'était pas seulement la sienne. C'était la larme de la jeune mariée pleine d'espoir, de l'épouse solitaire,
de la femme ridiculisée. C'était la validation de toute une vie. Elle n'était pas folle. Elle ne l'avait jamais été. Quand Pierre se pencha et lut les mots par-dessus son épaule, le sol qu'il craignait de perdre se déroba finalement sous ses pieds. Le bourdonnement dans ses oreilles était le son de son identité qui se désintégrait. L'homme qui l'avait élevé, qui lui avait donné son nom, n'était pas son père. Sa mère, dont la folie l'avait silencieusement embarrassé pendant des années, avait dit la vérité tout ce temps. Il s'éloigna de la table en titubant et s'appuya contre l'évier. Il regarda par la fenêtre les champs d'hiver, nus et gris, et se sentit exactement comme eux. Dépouillé, vide, la douleur était aiguë, une douleur de trahison, de perte, de confusion. Il avait été trompé par tout le monde, par Jean-Paul, par Isabelle, par Laurent. La seule personne qui lui avait dit la vérité était celle que personne n'avait crue. Il se retourna et regarda Marie-Claire. Elle était toujours assise, le papier à la main, le regardant avec une expression d'infinie tristesse et d'amour. Elle ne dit pas « je te l'avais bien dit ». Il n'y avait pas de triomphe dans son regard. Il y avait seulement la douleur partagée d'une vérité enfin révélée. À ce moment, au milieu de sa propre douleur accablante, Pierre comprit la profondeur de la souffrance de sa mère. Il comprit ce qu'elle avait porté, seule, pendant 50 ans. La colère et la confusion qu'il ressentait n'étaient qu'un écho de la tempête qu'elle avait affrontée toute sa vie. Il traversa la cuisine, s'agenouilla à côté de sa chaise, et pour la première fois depuis qu'il était un petit garçon, il enfouit son visage dans son giron et pleura. Et Marie-Claire, la femme qu'on avait traitée de folle, d'aigrie, d'envieuse, le serra simplement dans ses bras, lui caressant les cheveux, partageant le poids de la vérité qui, bien que libératrice, était aussi terriblement lourde. La nouvelle n'explosa pas dans le village. Elle s'infiltra, comme l'humidité dans les murs de pierre des vieilles maisons. Pierre ne fit pas d'annonce publique. Mais dans une si petite communauté, les secrets ont la vie courte. Les démarches légales, liées au test ADN, avaient déjà suscité des chuchotements. Et maintenant, le changement de comportement de Pierre et Marie-Claire était visible. Il y avait une nouvelle quiétude en eux, une gravité qui ne passait pas inaperçue. La vérité émergea dans des conversations étouffées au marché, au café, à la sortie de la messe. « Tu as entendu pour les Dubois ? Il paraît que la vieille Marie-Claire n'était pas si folle, après tout. » La réaction du village fut un mélange de choc, de honte et d'une fascination morbide. Les mêmes personnes qui, pendant des décennies, s'étaient moquées de Marie-Claire, ou l'avaient regardée avec pitié, ne savaient plus comment la regarder. Certains l'évitaient, embarrassés par leur propre jugement. D'autres tentèrent de s'approcher avec une curiosité déguisée en sympathie. La sœur de Marie-Claire appela, en pleurant, pour lui demander pardon de ne pas l'avoir crue. Marie-Claire accepta les excuses avec une grâce tranquille, sans ressentiment. Elle n'avait plus besoin de l'approbation de personne. Le règlement de compte le plus difficile pour Pierre fut avec lui-même. Il traversa une période de deuil. Il pleurait le père qu'il pensait avoir, pleurait la simplicité de son identité perdue. Il y eut des jours de colère, où il maudissait le nom de Jean-Paul pour son hypocrisie et celui de Laurent pour sa lâcheté. Et il y eut des jours de profonde tristesse, où il se sentait comme un orphelin. Avec l'aide d'Hélène, il commença à assimiler la vérité. Il réalisa que l'amour qu'il ressentait pour Jean-Paul, ou la version idéalisée qu'il s'en était faite, n'avait pas besoin d'être complètement effacé. L'homme l'avait élevé, pour le meilleur et pour le pire. Mais maintenant, il pouvait voir Jean-Paul avec clarté. Un homme imparfait, faible et cruel, qui avait construit sa vie sur un mensonge. Et sa vision de Marie-Claire se transforma complètement. Il la voyait désormais non seulement comme sa mère, mais comme une héroïne, une femme d'une force inimaginable, qui avait supporté l'isolement et le ridicule pour protéger une vérité que personne d'autre ne voulait voir. Son amour et son admiration pour elle s'approfondirent d'une manière qu'il n'aurait jamais cru possible. Un jour, mu par le besoin de boucler la boucle, Pierre utilisa Internet pour chercher Laurent Martin. Il le trouva. Laurent était un architecte à la retraite, vivant dans le sud de la France. Pierre lui écrivit une lettre. Ce n'était pas une lettre d'accusation, mais une simple lettre exposant les faits révélés par le test ADN et se terminant par une question « Pourquoi ?» La réponse de Laurent arriva 2 semaines plus tard. C'était une courte lettre, écrite d'une main tremblante. Il admettait tout. Il parlait d'une période de malheur dans son mariage avec Isabelle, d'une faiblesse passagère, d'une terrible erreur qui avait hanté sa vie entière. Il avoua qu'il avait toujours soupçonné que Pierre pouvait être son fils,
mais que la peur et la honte l'avaient empêché d'affronter la vérité. Il demandait un pardon qu'il savait ne pas mériter. Pierre lut la lettre et la rangea. Il n'y avait pas de colère, juste une tristesse vide. Il ne ressentait pas le besoin de connaître cet homme. Son père, en fin de compte, n'était ni Jean-Paul ni Laurent. Son véritable roc, la seule figure parentale qui avait été honnête dans son amour et dans sa douleur, était Marie-Claire. Le printemps suivant arriva avec une beauté presque douloureuse. Le jardin de Marie-Claire explosa de couleurs. Les roses grimpaient sur les murs de pierre, et la lavande emplissait l'air de son parfum apaisant. La vie dans la maison de Pierre avait trouvé un nouveau rythme, plus calme, plus honnête. Marie-Claire ne semblait plus porter le poids du monde sur ses épaules. Les plis d'amertume autour de sa bouche s'étaient adoucis. Elle souriait plus, un sourire authentique qui atteignait maintenant ses yeux. La vérité n'avait pas effacé les cicatrices de 50 ans, mais elle les avait transformées en symboles de sa force, non de sa folie. Elle était vue dans le village avec un nouveau respect, presque avec révérence. Elle était la femme qui savait, la femme qui avait attendu. Sa relation avec Pierre devint le pilier de sa vieillesse. La vérité, au lieu de les séparer, les avait unis d'une manière indéfectible. Ils pouvaient parler de tout, sans secret, sans ombre. Pierre amenait ses enfants en visite, et la maison s'emplissait de vie. En regardant ses petits-enfants courir dans le jardin, Marie-Claire ressentait une paix qu'elle avait cru ne jamais pouvoir atteindre. Par un après-midi chaud de juin, Pierre la trouva assise sur un banc dans son jardin, taillant ses lavandes. Il s'assit à côté d'elle, et ils restèrent en silence un moment, écoutant simplement le bourdonnement des abeilles. « Tu regrettes ?» demanda doucement Pierre. « D'avoir remué tout ça ?» Marie-Claire arrêta ce qu'elle faisait et le regarda. Ses yeux bruns étaient au clair et sereins. « Regretter ? Non. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, est toujours préférable à un mensonge confortable. Le mensonge était une maladie. Il nous a rongés de l'intérieur pendant des années. Maintenant nous sommes guéris. » Elle posa son sécateur et prit sa main. « J'ai vécu la majeure partie de ma vie dans une prison de silence. Mais dans mes dernières années, je suis une femme libre, et je t'ai donné ta vérité. Ce que tu en feras est ton choix, mais elle t'appartient. » Pierre serra sa main, sentant la chaleur et la force de ses doigts noueux qu'il avait élevés. Il regarda le visage de sa mère, la carte d'une vie de lutte et d'une victoire finale et silencieuse, et sut qu'elle avait raison. Il était le fils d'un mensonge, mais il avait été élevé par la vérité la plus forte qui soit, l'amour résilient d'une mère, et c'était tout ce qui comptait. Le soleil commença à se coucher, peignant le vaste ciel du Limousin de teintes orangées et violettes. Marie-Claire posa sa tête sur l'épaule de son fils et soupira, un son de pur contentement. La graine de la vérité, enfouie depuis si longtemps, n'avait pas seulement trouvé la lumière, elle avait fleuri, se transformant en quelque chose de beau et de durable, la paix. La paix de Marie-Claire, conquise avec le courage de toute une vie, nous rappelle que chaque histoire mérite d'être racontée et surtout, écoutée. La vérité peut prendre du temps, elle peut faire face à l'incrédulité et au ridicule, mais sa force est indéniable. Si son parcours vous a touché, s'il vous a ému d'une manière ou d'une autre, montrez votre soutien en laissant un « j'aime » et en partageant vos pensées et réflexions dans les commentaires. Son histoire est un témoignage de la résilience de l'esprit humain. Et, pour ne manquer aucune autre narration de force, de dépassement de soi et des vérités complexes de la vie, abonnez-vous à la chaîne. Votre participation construit cette communauté où chaque voix, même celle qui a été réduite au silence pendant longtemps, trouve sa place. Merci de votre écoute.